François Robin, qui est du coup MCU-PH en rhumatologie du coup à Rennes, et qui va du coup nous parler de l'hypopara du point de vue du rhumato. Donc oui, je suis rhumato à Rennes j'ai le plaisir de pouvoir discuter avec vous sur une thématique d'hypoparathyroïdie en prenant bien le contre-pied rhumatologique parce que c'est important d'avoir la vision des différentes spécialités là-dedans. Alors voici mes conflits d'intérêts. Premièrement, bien sûr, une grande partie du topo va se concentrer sur la pathologie osseuse. Vous savez bien, vous comprenez bien pourquoi au vu du lien avec la parathormone. Mais première chose, ça c'est un des versants sur lequel le rhumatologue peut s'intéresser à l'hypoparathyroïdie, c'est que on a beaucoup de consultations qui rentrent par la fatigue, par la douleur, par les myalgies, par les arthralgies. Il faut, et ça j'ai tendance à le répéter et le répéter, avoir dans ce type de présentation-là un diagnostic qui doit être étayé et qui ne doit pas être obligatoirement posé exclusivement sur un ressenti clinique. Et donc, il faut s'appuyer bien sûr sur des prélèvements biologiques. Et dans ces prélèvements biologiques, notamment dans les fibromyalgies pour ne pas les nommer, il faut bien sûr qu'il y ait un dosage de calcémie et on peut y placer d'autres choses comme une tryptase sérique ou comme des phosphatases alcalines. En tout cas, c'est un élément qui est nécessaire pour bien comprendre les symptomatologies ostéo-articulaires de type douloureuse. Et vous voyez qu'il y a eu même des questionnaires qui ont été utilisés chez les patients avec hypoparathyroïdie, avec des thèmes qui sont des items qui sont spontanément évoqués par les patients, qui ressemblent tout à fait à ce qu'on peut avoir en consultation rhumatologique dans le cadre de douleurs chroniques, comme des fatigues chroniques, le fait d'avoir un brouillard mental, qui sont liés en fait au déséquilibre de calcémie et qui sont décrits par les patients de façon très importante, notamment dans les tableaux de douleurs chroniques. Et donc c'est important d'avoir cette notion-là. Mais bien sûr, on reviendra surtout sur l'os. Alors, l'autre élément pour le rhumatologue, alors je suis désolé si ça fait redite sur quelques petites choses qui ont été dites au cours de la journée, mais c'est vrai que c'est important d'un point de vue rhumatologique, nous, de notre côté. On n'est pas obligatoirement en première ligne de diagnostic de l'hypoparathyroïdie. Il faut déjà qu'on soit certain qu'on n'est pas en train de dire des bêtises et il faut bien être certain qu'on est face à une vraie hypoparathyroïdie et avoir éliminé l'hypoparathyroïdie fonctionnelle des autres pseudo-hypoparathyroïdies que vous avez dû décrire durant votre journée. Mais surtout, nous, le gros piège, c'est le dosage du magnésium, notamment par l'intermédiaire des inhibiteurs de la pompe à protons. On est assez sensibilisé en rhumatologie parce que c'est une cause aussi, l'hypomagnésémie induite par des médicaments, de développement de maladies comme la chondrocalcinose par dépôt de calcium au niveau des articulations. Donc, on a tendance à aller dépister facilement le magnésium. Alors, vous le savez, la parathormone, c'est un pivot important dans le métabolisme phosphocalcique. Ça va être c'est pas vraiment la tour de contrôle, mais en tout cas l'élément qui va être à la suite de la tour de contrôle que moi j'ai tendance à fixer sur les récepteurs sensibles au calcium, qui vont produire ou diminuer le taux de parathormone dans le sang afin d'avoir les différentes actions biologiques qui permettront de réguler la calcémie. Et donc une augmentation en cas d'hypocalcémie et une diminution de la PTH en cas d'hypercalcémie, quand tout fonctionne bien. Et dans le cadre de l'hypoparathyroïdie, oui, si elle diminue, on a différents éléments qui vont en découler. Premièrement, une diminution de l'absorption digestive, une hypercalciurie qui est variable, et nous, de notre point de vue osseux, une diminution de la résorption, et donc du remodelage. Et en écrivant cette phrase, je me suis dit que ça, c'était quelque chose qui me paraissait globalement logique en tant que rhumatologue, mais quand on arrive d'une spécialité différente, ou qu'on n'est pas spécialisé dans le métabolisme phosphocalcique et dans la pathologie osseuse, c'est une phrase qui va vite et pour lequel il y a besoin un petit peu de réfléchir. Donc je me suis permis de faire un petit focus là-dessus, parce qu'en fait, il est vrai que le remodelage osseux, c'est une sorte de grande usine au sein de l'organisme. Il faut bien sûr rappeler qu'un squelette, on ne naît pas avec et on ne meurt pas avec, il est renouvelé tous les 10 ans. Et le rôle que vont avoir les cellules osseuses vont être d'avoir ce rôle de sentinelle qui permettra de remettre un bel os à un endroit où l'os est plutôt fragilisé. Moi, je pense tout le temps l'exemple de la belle maison qui se fissure au cours du temps et qui, au bout d'un moment, rend nécessaire des travaux. C'est un peu ça, un os, c'est que on va avoir une maison qui, au départ, est très bien, un os qui est de très bonne qualité, et s'il ne se renouvelle pas, il va finir par se fissurer. C'est exactement ce qui arrive
dans le cadre des fractures atypiques quand on utilise des biphosphonates très longtemps, puisque les biphosphonates vont inhiber le remodelage osseux par la diminution de l'action des ostéoclastes. Et donc, on va avoir un os qui ne se renouvelle pas et qui finit par se fissurer par, on va dire, excès de, on va dire, une dégradation qui est liée au temps. Alors, ce mécanisme de remodelage, il commence et il va y avoir une cascade qui va en découler, mais il commence par une résorption osseuse. Et cette résorption osseuse, elle est médiée par l'APTH. C'est-à-dire qu'on le sait, quand on a une augmentation de l'APTH, on va avoir tendance à avoir une augmentation de l'activité des ostéoclastes qui induit un relargage du calcium osseux dans le sang pour rétablir le taux sanguin quand tout fonctionne bien. Et vous voyez qu'en fait, ce message-là, il passe par l'intermédiaire d'un capteur qui s'appelle d'une cytokine, qui s'appelle le RANK ligand, qui va, par l'intermédiaire de la production des ostéocytes, stimuler les cellules monocytaires qui vont ensuite déposer un ostéoclaste. Et cet ostéoclaste, il va résorber l'os de mauvaise qualité, par l'intermédiaire de création d'une chambre de résorption, et il fait toujours la même profondeur, toujours 40 micromètres, parce qu'au bout d'un moment, comme c'est un anodactine qui le fixe à l'os et qu'on dépasse une quantité de calcium qui correspond aux 40 micromètres de profondeur, l'anodactine, vous savez, l'actine, elle se contracte quand il y a du calcium, c'est exactement ce qui se passe, et l'ostéoclaste va avancer comme ça de proche en proche en résorbant les différentes structures qu'il doit résorber. Et donc, on commence par faire un trou, puis ce trou va être comblé, et ça c'est comblé par l'intermédiaire des ostéoblastes qui vont produire d'abord un os de bonne qualité, non minéralisé qui est un os ostéoïde, puis ensuite un os de bonne qualité qui sera minéralisé définitif. Et donc vous voyez que en gros le remodelage osseux, et c'est pour ça que je mettais ça en préambule, si on n'a pas de résorption, ce que fait la PTH quand elle diminue, on n'a pas de remodelage parce qu'on n'a pas l'étape initiale qui va entraîner toute la cascade derrière de création d'un os de bonne qualité. Et donc l'idée qui était sous-tendue, c'était que les patients avec une hypopara, globalement, ils pourraient avoir une fragilité osseuse qui apparaisse au cours du temps. En fait, globalement, dans l'hypoparathyroïdie, ce qu'on voit, c'est que on n'a pas de résorption, on n'a pas de formation, c'est ce qu'on appelle vraiment un os atone. Et cet os atone, il est très bien décrit dans les publications d'histomorphométrie, c'est-à-dire d'histologie osseuse, si on peut dire. Avec en bas à gauche, là vous voyez, en fait, on a en contrôle hypoparathyroïdie 33 patients et un contrôle sain. Et on voit que, alors, le BVTV, ça correspond à bon volume sur total volume. Et vous voyez qu'en fait, on a plus de volume osseux. On a aussi des travées osseuses qui sont plus épaisse, c'est ce qu'on voit dans le TBSP. Le TBSP, c'est l'espace entre deux travées. Donc plus il est petit, plus les travées sont grosses. Vous voyez que le TBSP est plus petit dans le patient hypopara. Et dans le tableau à droite, on voit aussi que c'est un os qui en fait il bouge moins, quoi. Globalement, il se passe pas grand-chose dans cet os. C'est vraiment un os atone, mais qui a tendance à aller vers l'augmentation. Et on voit d'ailleurs dans la reconstruction microscanner en haut à gauche, vous voyez que globalement, on a plus de travées. C'est un carré d'os et on a un os qui est plus dense, qui est plus important en termes de masse par rapport au contrôle, qui est un contrôle sain. Donc, globalement, un os qui est plus minéralisé, mais moins dynamique. De la même façon, quand on a un os qui est moins dynamique et qui a tendance à se déposer au niveau minéralisation, en fait, nos patients avec hypoparathyroïdie, ils ont tendance, et c'est ce qui est présenté par le graphique et le cadre en rouge, en fait, ils ont tendance à avoir une densité minérale osseuse qui est plus élevée que les patients qui ont bénéficié. Là les groupes, c'était thyroïdectomie avec hypopara par la suite, thyroïdectomie sans hypopara et des contrôles sains. Et vous voyez qu'en fait, on va avoir globalement des chiffres au niveau lombaire et au niveau fémoraux qui vont être plus important au niveau de la masse osseuse et au niveau de la densité minérale osseuse chez les patients ayant une hypoparathyroïdie par rapport aux deux autres groupes contrôle, avec, et on le voit sur la courbe, sur l'histogramme à droite, en fait des valeurs de densité minérale osseuse qui sont franchement positives. Cette zéro que je vous ai entouré, vous voyez qu'elles sont franchement positives par rapport aux chiffres habituels, et donc on est très loin des moins 2,5 ou moins 3 ou moins 4 qu'on peut utiliser en pratique au niveau diagnostic pour mettre en place un traitement pour l'ostéoporose. De plus, les différentes cohortes et revues de la littérature qui sont concentrées sur les grosses cohortes de patients hypopara, comme en 2020 sur cet article, globalement, ils avaient vu qu'il y avait donc tout ce qui était significatif entre hypopara et contrôle est en gras. Et vous voyez que les fractures vertébrales ou quelle que soit la fracture, c'est pas significatif. On a un hazard ratio, odd ratio qui est ajusté et qui
qui croisent 1. Donc on n'a pas du tout de sur-risque évoqué, à part très récemment, un peu plus récemment, dans un article de 2025, il aurait tendance à dire qu'il y aurait un risque plus important de fracture vertébrale, avec, vous voyez, un effet plutôt globalement protecteur au niveau fémoral. Donc globalement, des éléments qui sont assez peu clairs, avec un message de fracture qui n'a pas l'air de sortir plus que ça, et une densité minérale osseuse qui est globalement plutôt meilleure. Mais je pense que, et on en avait déjà discuté avec Lucille, je pense que ce qui est important de mettre en exergue, c'est le fait que probablement qu'on se trompe de classification. Parce que je pense qu'on parle d'hypoparathyroïdie, nous on connaît ça avec l'arthrose en rhumatologie, on parle d'une arthrose, mais on met dans la même classe une arthrose d'une personne de 75 ans, d'une personne qui fait 170 km dans la montagne pour faire de la course à pied. Et on n'est pas du tout sur la même maladie, probablement pas sur les mêmes facteurs de risque, et donc probablement pas non plus sur les mêmes thérapeutiques à initier. Et donc, dans l'hypoparathyroïdie, on voit bien qu'il y a deux éléments. Il y a la post-chirurgicale ou la post-radiothérapie, et l'autre côté, des non-chirurgicales, qui sont une classe un peu fourre-tout, entre guillemets, avec des causes auto-immunes, des maladies génétiques, des maladies de surcharge ou la tuberculose qu'il faut toujours évoquer. En globalement, des classes qui sont bien différenciées comme ça. Et en fait, et je sais que là-dessus, on en avait déjà discuté, mais je considère probablement que il faut plutôt se baser au niveau osseux. Je pense que ça aura aussi son intérêt, entre quelque chose qui est depuis le début de la vie ou totalement congénital et quelque chose qui serait acquis. Et donc, vous voyez que ça refond un petit peu ce que je vous disais avant avec les auto-immunes qui peuvent être acquises au cours du temps. Et vous voyez d'ailleurs que quand on dissocie la post-chirurgicale, l'hypopara post-chirurgicale de l'hypopara non chirurgicale, là, à ce moment-là, le côté fracturaire a tendance à ressortir, avec plutôt des fractures au niveau des membres supérieurs. On y reviendra parce que probablement que c'est un élément ou une zone de surveillance importante. Que pour l'hyperparathyroïdie, par exemple, c'est une des seules indications qu'on a tendance à retenir encore de réalisation de densité minérale osseuse au niveau du poignet. Ce sont des papiers de 2013 et 2015 pour la deuxième partie, mais globalement qui ont fait la différenciation entre chirurgical et non chirurgical. Et vous voyez quand même que lorsque l'on prend le côté chirurgical, il y a assez peu de critères qui vont aller vers la fracture, avec principalement des éléments qui vont être rénaux, avec les calculs rénaux qui vont apparaître. Et alors que si on se concentre sur les causes non chirurgicales, peut-être plus à long terme, là on va avoir un risque important de fracture, notamment au niveau du poignet, au niveau de l'humérus et au niveau vertébral. Donc globalement des causes non chirurgicales qui auraient tendance à être plus à risque de fracture. De même, et ça c'est des publications récentes, on a l'impression qu'aussi il y aurait potentiellement des moments, des moments auxquels il faudra sur lesquels il faudra se pencher dans le suivi des patients, parce que on voit que en fonction de l'âge et en fonction de la cause, on va pas avoir obligatoirement les mêmes surveillances nécessaires. Vous voyez que globalement, en termes de densité minérale osseuse, celles qui auraient tendance à être plus pathologiques que les autres sont plutôt chez les patients hypoparas de moins de 50 ans par rapport à la population générale. Donc c'est une population plus à risque que la population générale d'avoir une densité minérale osseuse basse. De la même façon, il est possible que la personne atteinte d'hypoparathyroïdie, quel que soit le traitement utilisé en post-ménopause, soit potentiellement plus à risque qu'une ménopause classique par rapport à un groupe de ménopause classique, avec, vous voyez, un groupe d'ostéoporose, une proportion d'ostéoporose de 31% et de baisse de la densité minérale osseuse de 25%, donc ce qui fait une grande majorité. Alors au niveau thérapeutique, qu'est-ce qu'elles nous disent les études ? C'est vrai qu'il y a certains traitements qui sont maintenant utilisés, avec quelques petits éléments sur lesquels il faut qu'on discute, parce que on voit que quand on utilise des 1,84 sur plusieurs années, ce qui se passe, c'est que on a tendance à avoir, et c'est le diagramme d'en bas, tendance à avoir une diminution
au niveau du radius de la densité minérale osseuse, ce qui va bien avec ce que je vous disais tout à l'heure. Et il y a une phrase qui est importante dans ce qui est noté sur la diapo, qui est l'augmentation de la porosité corticale. Qu'est-ce que ça veut dire la porosité corticale? Je vais y revenir, mais l'un des signes importants, c'est que dans cette étude de 2020, il y a en tout 14 patients, et chez 14 patients, il y a 9 fractures chez 6 patients, donc ce qui correspond quand même à une proportion non négligeable, et 3 fractures du poignet. Et pourquoi c'est important? Alors je l'ai dit, vous avez dit porosité, c'est parce que cette notion de porosité, elle est assez intéressante et assez importante, et elle est sexe-dépendance, qui pourrait expliquer en partie ce que je vous disais sur la ménopause. Pourquoi? Parce qu'en fait, au cours du temps, il y a plusieurs éléments qui vont expliquer la fragilité mécanique d'un os. La fragilité mécanique d'un os, elle est liée à son épaisseur, elle est liée aussi aux dépôts qui se font au cours du temps. Et en fait, on va avoir des dépôts, si on considère, voilà, comme c'est sur la figure, un os comme un tube. Si on met plus de couches autour du tube et plus de couches au milieu du tube, au centre du tube, on va avoir une épaisseur qui augmente et donc une résistance qui va augmenter. Mais si on a des trous qui se créent au sein de cette os, c'est ce qu'on appelle la porosité, et on va avoir malheureusement un risque de fragilité, et c'est d'autant plus marqué chez la femme parce qu'on a une porosité qui est globalement similaire à l'homme, mais des dépôts endostés, c'est-à-dire à l'intérieur du tube, qui sont moindres, probablement en partie en lien avec les déséquilibres de PTH. Et pourquoi je vous dis ça donc? C'est parce que c'est quelque chose qu'on a très bien découvert, bien sûr avec la ménopause, mais aussi et surtout avec l'hyperparathyroïdie. Et on sait qu'il y a une porosité osseuse qui va être importante. Et donc, d'où ma question. Alors, c'est une question très ouverte, c'est qui pourra être sujet à question tout à l'heure. C'est de se dire, est-ce qu'on n'est pas face, en fait, à un surrisque temporaire lié à la restitution hormonale, c'est-à-dire la remise en fonction de l'équilibre classique, d'autant plus chez des patients ayant des hypoparathyroïdies anciennes, voire congénitales, qui n'ont jamais eu l'habitude d'avoir une PTH normale et donc qui éventuellement pourraient ressentir ça comme une hyperparathyroïdie, on va dire, fonctionnelle. De la même façon, on voit, et ça c'est assez logique, que, je vous disais, une hypoparathyroïdie au niveau osseux, il se passe rien, d'un os qui est tout à fait adynamique, qui se dépose, mais sans remodelage intense. Et vous voyez que quand on met en place un traitement, c'est les diagrammes à droite, quand on met en place un traitement, on va avoir tendance à avoir des marqueurs de formation, c'est le P1NP, et de résorption, c'est le CPX en bas, qui vont avoir un push, qui vont être poussés vers le haut et qui vont avoir un push un peu important pendant quelques temps, qui rentre dans l'ordre progressivement. Et donc on a en fait un remodelage osseux qui se recrée, qui explique le fait que temporairement on peut avoir certaines baisses de densité minérale osseuse et qu'on peut avoir temporairement, comme l'avait bien montré cette étude, surtout sur les histogrammes, vous voyez que à 1 an on va avoir une baisse du calcium intraosseux et que ce calcium intraosseux va redevenir comme à la base vers 2 ans. Donc on a tendance à penser que la restitution hormonale est une période un peu charnière qui doit être une période de surveillance intense pour le contexte osseux, pour éviter que cette restitution hormonale et ce retour à la normale soient pathologiques. Donc, globalement, la PTH, ça a un rôle sur un grand nombre de structures. Et il faut faire attention à la qualité de vie. Je vous en ai parlé, surtout dans le contexte de la fibromyalgie, sur lequel on peut discuter et globalement qui pourrait faire lieu d'un topo à elle seule sur les différents topos, les différents bilans à faire. L'analyse de la calcémie, elle est nécessaire et il faut la garder en mémoire pour les douleurs chroniques au même titre que la phosphatase alcaline ou que la tryptase sérique. Au niveau osseux, globalement, les effets sont incertains, mais il y a un rôle de la classification à mon avis et probablement un rôle temporaire de la restitution hormonale avec ce que je vous disais, une hyperparathyroïdie relative, si on peut utiliser ce terme. Et je vous remercie. Merci beaucoup François. Du coup, moi je commence par une question mais peut-être que je tiens le nordé aussi, alors j'espère que je peux. Je commence par une petite question. Du coup, est-ce que justement les traitements injectables, est-ce que chez nos patients pour par population qui ont déjà des densités minérales osseuses faibles,
Est-ce que du tout, il peut s'en fait un peu plus, et qu'il peut s'en fait différemment, voilà, adapter si l'état osseux est déjà avec des testeurs qui sont déjà dans le négatif. Dans tous les cas, je pense que c'est nécessaire, au vu des données de la littérature, de se poser la question de se faire une densité minérale osseuse à 1 an systématique. Parce qu'en fait, c'est là que tu vas atteindre le score le plus bas. Après, en fait, mine de rien, la restitution d'un remodelage osseux de bonne qualité, c'est un peu la cible quand même. C'est-à-dire qu'il faut en effet surveiller ces malades, mais au niveau osseux, nous, on n'a pas beaucoup de levier. C'est-à-dire que de mettre en place un traitement par biphosphonate, c'est quasiment aggraver le problème. Donc, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Et le traitement de l'hypopara, c'est le traitement de l'os aussi. Le seul problème, c'est qu'on va avoir cette période un peu de turbulence qu'il faut surveiller. Puis quand on le regarde, on ne va pas expliquer un grand nombre de fractures, mais c'est vrai que ça pose question quand on voit que sur la cohorte de 14 malades, il y en avait 6 qui fracturaient, dont 3 au niveau du poignet. Ça pose question, mais en termes, moi la question que ça me pose aussi, c'est de savoir quel levier thérapeutique on peut proposer. Voilà, il faut qu'il y ait des apports vitamino-calciques adaptés, il faut qu'il y ait une restitution de la PTH. Mais à part ça, on n'a pas un grand levier majeur. Et tout ce qui avait été publié, notamment il y avait un cas, je pense que c'était dans le Lancet, un cas clinique sur un Hungribon syndrome, la mise en place de tériparatide chez une patiente atteinte d'hypopara. Ça pose aussi question parce qu'il y a eu réanimation, hypocalcémie majeure et tout ça. Donc en termes de levier thérapeutique, on n'a pas grand-chose à proposer, mais en tout cas, en termes de surveillance, je pense que d'avoir une DMO à 1 an et une DMO à 2 ans, c'est-à-dire deux séparés d'1 an, c'est important dans cette période-là. Ah oui, comme tu dis, en fait, le problème, c'est que s'ils font de l'ostéoporose après qu'il faut les traiter, quasiment tout est contre-indiqué dans l'hypopara. Donc, c'est pour ça qu'on surveille énormément, parce qu'on n'a pas de levier thérapeutique derrière. Alors, du coup, on va faire comme tout à l'heure. Là, je pense que je vais faire comme ça. Du coup, moi, je me demandais là s'il y a un intérêt sur les surveillances biologiques du remodelage osseux. C'est intéressant ou pas de faire les CTX et tout ça? Ouais, alors les CTX après instauration de traitement, c'est important parce qu'en fait, nous, faut savoir. Alors sur le côté ostéoporose post-ménopausique, on traite à partir de 0,3. Donc vous voyez là, les chiffres sont largement supérieurs. En fait, ça représente quand même une reprise de résorption importante et il faut pas qu'on soit sur des leviers supérieurs à 1,5, 2, où là on commence à être vraiment à des niveaux de 1,5, 2, où on est sur des remodelages majeurs. Et je pense que c'est important d'avoir cette notion-là. Après, le problème des CTX, et vous le savez aussi bien que moi, c'est la qualité de dosage. C'est-à-dire la qualité de dosage, il faut que ça soit dans un labo qui sache faire, il faut que ça soit à 8 heures, il faut que ça soit toujours dans le même labo. Et donc, en fait, l'impact est si vous savez que l'endroit où vous dépistez, ça va être un dépistage de qualité, c'est intéressant parce que ça peut vous montrer une grosse reprise de résorption sur des taux majeurs comme 1,5 ou 2 en prenant cette limite-là. Mais si le dosage est de mauvaise qualité, ça va juste vous brouiller les cartes. Et après, c'est vrai que sous palopectéripardite, ça monte quand même beaucoup vite et ça redescend. Ouais. Justement, est-ce que c'est pas là l'intérêt de leur baisser un peu la dose pour essayer d'avoir des niveaux de glycémie plus bas, finalement, proche de la limite basse? Est-ce que c'est pas ça l'argument, finalement, technique? Je sais pas. Après, je sais pas si toi tu as de l'expérience, François, là-dessus, vas-y. C'est surtout qu'en fait il y a assez peu de littérature sur le sujet, sur l'adaptation au niveau thérapeutique, qui permettent de savoir si ça, parce qu'en fait j'ai plus l'impression que c'est la restitution hormonale qui le fait, c'est-à-dire que c'est un on-off, c'est un 0 ou un 1, je restitue ou je restitue pas. Le taux de PTH derrière, je suis pas certain. C'est, à mon avis, de base, les gens sont très hypopara, donc ils ont une PTH très basse, et donc la moindre augmentation, quelle qu'elle soit, va faire que le remodelage va se relancer, et ça sera pas obligatoirement dose dépendant. C'est ça, et je pense qu'il y a vraiment ce truc d'initiation avec le pic, et après ça baisse, et je sais pas, mais il n'y a pas de données. Effectivement, si on monte la dose, est-ce que les cross-taps remontent, tout ça, je suis pas sûre non plus, en fait. Non, mais je pense pas, ouais. Ouais, là, vous regardez. Ouais. Alors, pareil, rapproche, faut que tu entendes. Bonjour.
Bonjour. Ma question c'était, est-ce que tu en vois beaucoup des patients, parce qu'il te fait un gros qui court, des patients qui ont des complications osseuses d'hyperutérite au cas de plusieurs années d'utilisation? Alors, en général ou dans le cadre de Dans l'hypopara? le cas de l'hypopara. Dans le cadre de l'hypopara, les suivis, je crois qu'en tout et pour tout, on a 3 suivis, je crois, à Rennes avec teriparatide, qu'on se mutualise avec Monsieur Gunbull. On n'a pas de complications, à part le fait d'avoir en initiation des tremblements, paresthésie, voilà, des sensations un peu particulières comme ça décrites, que j'ai aussi dans la population post-ménopausique fracturaire à qui on peut mettre en place ce traitement-là, mais pas beaucoup d'autres complications, à part le fait qu'on voit qu'il y a un remodelage qui se met en place. Nous, on a une patiente commune avec Pascal où effectivement, il y en a une seule où vraiment la DMO s'est cassée la figure. Et on n'a pas compris, et donc on a arrêté le périparatine. Mais on ne sait pas si c'était lié ou pas, et on ne sait pas si on va la mettre sur palopec périparatide. Enfin, voilà, on n'a vraiment pas su, mais les autres, ça va quand même, effectivement. Et après, on a ce corps pareil, c'est les cohortes, hein, mais du coup, on a une patiente qui du coup a plein de fractures, mais sur une grosse chute, mais du coup, ça compte dans les fractures aussi. Enfin, il y a aussi des choses où les études, comme tu dis, c'est des petits nombres de patients, donc il faut voir, mais en tout cas, ouais, je pense qu'on a plus peur que la réalité des choses, un peu comme le phosphate, les calcifications vasculaires, où finalement on n'a pas trop de signaux, mais en vrai, on ne sait pas à long terme aussi, quoi. Quoi, en fait, on veut traiter les gens pendant 20 ans, 30 ans. Les tumeurs brunes. Ouais, il y a eu des cas décrits de tumeurs brunes. Bah, tu veux peut-être en parler, François? Enfin, il y a eu Oui, il y a des cas décrits de tumeurs brunes bah, on sait bien que la tumeur brune là-dessus, malheureusement, le facteur déclenchant d'une tumeur brune ou la physiopathologie de la tumeur brune, c'est quand même assez mystérieux, on va dire ça comme ça. Mais oui, il y a eu des cas décrits. Après, en conséquence thérapeutique, on sait que la restitution du taux de PTH est souvent un élément plutôt pas mal sur le côté tumeur brune, même s'il y en a certaines qui évoluent après coup. Nous, on a pas mal de gens, mais plutôt en post-op, hypopara post-op, qui ont des anomalies qui pourraient ressembler aussi à ça. Et alors, question naïve, ça doit pas arriver tous les 4 matins, mais quand même, est-ce que justement en périménopause, au moment où, si je dis pas de bêtises, quand même la masse osseuse peut baisser un peu aussi quand même, mais je sais pas sur combien de temps, parce que périménopause c'est très large, est-ce que du coup il faudrait éviter les traitements injectables pile à ce moment-là, ou on sait pas, ou question bête? En fait, en périménopause, là, la proportion, alors je sais que la publication montre très fort le fait qu'il faut surveiller les femmes hypopara en post-ménopause. Pour autant, la proportion, en fait, la proportion de la population générale, c'est 50% en post-ménopause qui a une densité minérale osseuse basse ou une ostéoporose fracturaire. Et on voit qu'en hypopara, on est plutôt aux alentours de 53, 52% dans l'article. Je pense que c'est une population qui est à risque dans le cadre de l'hypopara, donc dans la petite caste des hypoparas. Est-ce qu'il faut les surveiller? C'est à ce moment-là qu'il faut surveiller. La reprise d'un remodelage, donc l'hyperrésorption qui est, parce que en fait la ménopause c'est ça, hein, c'est la carence œstrogénique fait qu'il y a une hyperrésorption temporaire. Moi, j'aurais tendance à penser quand même que ce qui est important dans ce contexte-là, c'est d'avoir un maximum d'éléments qui vont bien, donc être tout à fait d'équerre au niveau phosphocalcique, à part la ménopause qui survient. Et je pense que la réponse, elle sera au cas par cas en fonction aussi du moment d'initiation. C'est-à-dire que si c'est un truc qui est initié depuis quelque temps, on n'est pas dans les 2 ans ou la première année de l'initiation, et donc on n'a pas trop de risques. Si on se dit qu'on est en périménopause ou en ménopause depuis 1 an et qu'on instaure le traitement injectable, c'est un élément à prendre en compte, je pense, surtout sur des fractures du poignet. D'accord. Du coup, là, on peut se baser un peu sur les cross-laps avant le traitement aussi. Ouais, tout à fait. Okay. Écoute, François, merci beaucoup.